On n'aurait sans doute pas été nombreux en février 2016 à parier sur un mouvement social de 4 mois, mettant plus d'1 million de personnes dans la rue, aussi bien lycéens, étudiants que travailleurs, conduisant au blocage de 7 des 8 raffineries françaises, à la mise en place de piquets de grève, à l'occupation d'universités, de théâtres, de places. À lire ce qu'il y avait dans le projet de loi travail, c'est clair que ça donnait envie de pousser une bonne gueulante. Mais c'était pas dit qu'il y ait du monde pour aller user ses baskets sur le bitume. Le contexte n'était pas particulièrement folichon. Depuis 2012, la gauche de gouvernement avait fait passer toute une série de réformes sans que cela fasse vraiment de vagues. Réforme des retraites, pacte de compétitivité, CICE, loi Rebsamen, loi Macron, réforme assurance chômage. Et depuis les attentats de novembre 2015, la France était sous état d'urgence. Et il n'avait pas fallu attendre longtemps pour comprendre que tout le monde allait en profiter. A priori, la loi travail s'annonçait comme une loi de plus au compteur des réformes réactionnaires du gouvernement. Sauf que... La réforme du code du travail, c'est pas qu'il y ait 2 ou 3 failles, ça. Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on est pas taille, que les gens acceptent qu'on les assaille, vaut mieux que ça. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20 réalisé avec du personnel non gréviste. Un journal consacré bien sûr essentiellement à cette première journée de mobilisation TES contre la loi travail. Le 9 mars 2016, c'est d'abord une date appelée par les cheminots qui se battent alors contre le décret socle, qui doit modifier leur statut à la baisse. Dès la fin du mois de février, il y a de l'électricité dans l'air. Une pétition tournant sur le net est signée par 1 million de personnes. Les étudiants et les lycéens se réunissent déjà en assemblée générale. Et si au départ l'intersyndicale n'appelle à manifester que le 31 mars, elle est poussée à revoir son calendrier sous la pression des syndicats de base et appelle finalement à manifester le 9 mars. 500 000 manifestants selon les syndicats, 2 fois moins selon le ministère de l'Intérieur. Mais pour les syndicats, cette journée est déjà un succès. Le mouvement se dote rapidement de moyens d'auto-organisation, des comités de mobilisation, des assemblées générales. Au niveau national, les coordinations étudiantes et lycéennes vont jouer un rôle d'organisateur pour s'affranchir de la tutelle des directions syndicales. Il s'agit notamment d'éviter l'impasse de 2010, avec ces manifestations saute-mouton appelées à un mois d'intervalle qui épuisent le mouvement plutôt qu'elles ne le construisent. Si au niveau national l'intersyndicale ne suit pas la CNE, au Havre, en revanche, là où la mobilisation des syndicats de base est la plus forte, elle appelle les salariés à se mobiliser en même temps que les étudiants. Les 17 et 24 mars, le port est bloqué, la ville complètement immobilisée. Le lien entre étudiants et travailleurs se poursuit avec le meeting de Tolbiac, le 30 mars, qui réunit 900 personnes, étudiants, travailleurs, intermittents, intellectuels. Les perspectives sont posées. Et c'est vrai que c'est l'horreur pour eux. Déjà, la sédition des jeunes au naturel, c'est leur hantise. C'est la hantise du pouvoir. Mais ça hantise au carré, c'est le contact des jeunes avec les classes ouvrières, et plus généralement avec le salariat, soit exactement ce qui est en train de se passer ici ce soir. On a une situation qui est un peu particulière à la SNCF, c'est qu'on a notre propre attaque qui est de la même gravité que la loi travail. Mais il y a une petite contradiction, c'est que comme c'était une réforme qui était annoncée de longue date et avant la loi travail, les états-majors syndicaux avaient prévu un calendrier de mobilisation qui s'étend jusqu'au mois de mai ou de juin. Et là, malgré la grève du 9 mars et malgré toute l'agitation qu'il y a dans la société autour de la loi travail, en bonne partie grâce à la jeunesse, pour l'instant le calendrier de mobilisation n'a pas encore été officiellement modifié. Et donc il y aura une grève des cheminots demain qui sera massive, mais ce qu'il faudrait, c'est pas juste une journée le 9, une journée le 31 et une journée encore plus tard. Là, l'enjeu, ce qu'il y a devant nous, la marche à franchir, c'est qu'une grève reconductible à la SNCF. Pour moi, la répression, c'est un pari osé du gouvernement, c'est qui tout double en fait. Soit tu arrives à démoraliser tous les lycéens, soit ils rentrent tous chez eux la tête basse et c'est terminé. Soit tu fais face à une horde enragée en fait, à des lycéens super nombreux qui n'ont plus aucune illusion sur l'État. Le 31 mars, pour la première fois, l'intersyndicale n'appelle pas à une journée d'action. Un mot d'ordre vague qui peut tout et rien dire à la fois, mais appelle bien à la grève. Est-ce que vous, ce soir, vous êtes satisfait par la mobilisation d'aujourd'hui ? Bien sûr que nous sommes satisfaits, Pierre. Il y a eu nous avons recensé 1,2 million de personnes dans les manifestations, mais au-delà des manifestations, c'est des milliers d'arrêts de travail dans les entreprises, ce qui montre que ce mécontentement est fort, avec une symbolique pour démontrer cet ancrage, c'est la Tour Eiffel fermée pour cause de grève. Donc oui, c'est une satisfaction, mais c'est aussi la démonstration du profond mécontentement qui existe autour de ce projet de loi et plus généralement sur un certain nombre de questions sociales. Le système économique est en ligne de mire. Seule limite, c'est une grève carrée, une grève de 24 heures.
La grève reconductible, seul moyen pour avancer vers la grève générale et le retrait total du projet de loi, n'est donc pas à l'ordre du jour. C'est face à cette attente déçue que Nuit debout surgit au soir du 31 mars et va montrer que la lutte engagée depuis un mois n'est pas seulement une lutte pour une revendication économique. On parle de changement de société, de nouveaux moyens de production et de tout ce qu'il faut faire pour en finir avec la loi travail et son monde. À la fin du mois d'avril, alors que la CNE appelle chaque semaine à des manifestations pour augmenter le rapport de force vis-à-vis du gouvernement, la jonction entre mouvement étudiant et travailleurs devient cruciale. Toutes les discussions qu'on avait avec un certain nombre de travailleurs et travailleuses sur la base aussi des déclarations de certaines sections syndicales locales comme celle du 31 ou si on regarde même du côté du Havre, etc., appelaient déjà à la grève générale et appelaient à ce que ce soit la politique des directions syndicales. Et du coup, le complément à la question qu'on voudrait poser, c'est pourquoi est-ce que nous, la jeunesse, en restant encore isolés, déjà face à toutes ces dates de mobilisation, parce que par exemple le 3 mai, la ligne de la direction syndicale, ça n'a pas été d'y appeler directement. C'est des dates qui émergent d'ailleurs et auxquelles ils sont obligés de se rallier. Donc la question c'est pourquoi il n'y a pas un projet qui est formulé par les directions syndicales vis-à-vis de la grève reconductible et pourquoi est-ce qu'on est seul aussi face aux situations de répression, comme rien que cet après-midi à la manif où le cortège a été pété en deux par les flics et on n'a eu aucun soutien de ce côté-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le congrès de la CGT qui est sorti avec un appel qui appelle à la reconductible et qui appelle à solidariser des étudiants et de tous les cas de répression. Donc ça c'est la question qu'aujourd'hui on aimerait poser directement, puisqu'on n'a pas pu le faire au congrès, à Philippe Martinez, à Éric Benel, à toutes les directions syndicales. Le refus des directions syndicales de mener une politique réellement combative est également propice au développement du mouvement autonome, qui va incarner cette radicalité orpheline à travers le cortège de tête. Défendant l'action directe contre les institutions, et en premier lieu la police, et contre tous les concentrés de symboles du capitalisme, banques, assurances, abribus publicitaires, etc., il s'agit pour les autonomes de créer des espaces et des instants anticapitalistes. Mais parce que cette radicalité ne fait pas de la reprise en main de l'appareil productif par les travailleurs la plus puissante des armes contre le capital, elle se prive d'une stratégie susceptible de mettre en péril le système capitaliste lui-même. Dans cette première phase du mouvement, le gouvernement réprime à tout va, avec plus d'1 millier d'interpellations et plusieurs centaines de gardés à vue. Alors que depuis 68, les CRS ne rentrent pas trop dans les facs, ils sont envoyés pour vider Tolbiac de ses occupants. Le 17 mars, une vidéo montrant un lycéen du lycée Bergson à Paris se faire frapper par des CRS fait le tour du net. Le mouvement se radicalise et se politise davantage. Le slogan « Ni cher à patron, ni cher à matraque » qui fait le lien entre répression et patronat fait concurrence avec le désormais très célèbre « Tout le monde déteste la police ». Des réflexes de solidarité se mettent en place, Legal Team, Medic Team. J'ai plein de choses, des compresses, des bandages, du sérum fille, de la bétadine, rouge, jaune, un ciseau, pince à épiler pour enlever les graviers dans les plaies. Le monde du travail, encore relativement épargné par la question de la répression, se positionne. Ainsi des dockers qui déclarent « Ensuite, la deuxième chose sur laquelle je voulais intervenir, c'est la répression sur les étudiants. Au Havre, on a pris une décision et je pense que c'est la responsabilité des organisations syndicales, en tout cas c'est celle que mon syndicat a pris. On ne touchera pas à un cheveu d'un étudiant au Havre. » Donc c'est pas compliqué. Chez nous, la CGT au Havre a voté une motion et a appelé les forces de police et le préfet à chaque fois qu'un étudiant sera convoqué à l'hôtel de police. C'est pas compliqué, le port s'arrête. Ce mouvement, il est devenu un mouvement, il est aujourd'hui un mouvement de jeunes, d'étudiants et de lycéens. C'est à nous, les syndicats de salariés maintenant, de soutenir ce mouvement. C'est à nous de construire tous ensemble. Donc oui, il faut qu'on le construise, il faut qu'on le rêve ensemble, il faut qu'on le bâtisse ensemble, ça me semble très important. Moi je vois cette banderole derrière, étudiants solidaires des travailleurs en lutte. Ce soir j'ai envie de dire les travailleurs solidaires des étudiants en lutte, ça me semble vraiment important. Depuis Nuit debout à Paris, des manifestations spontanées convergent devant les commissariats pour libérer des camarades interpellés. En face, la machine médiatique est lancée. Les casseurs sont l'unique sujet de débat des rédactions. La loi travail et tout ce qu'elle va entraîner comme précarité, pauvreté, etc.
devient secondaire. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le prochain rendez-vous du 1er mai sera-t-il le théâtre de nouvelles violences ? L'État cherche désespérément à trouver une solution à des gens de plus en plus mobiles, de plus en plus violents, de plus en plus cassants, ayant d'ailleurs des objectifs multiples, les vitrines, les policiers, mais aussi les manifestants, le service d'ordre, mais aussi les téléphones portables. C'est très divers. Et donc, face à Vous voulez dire qu'il y a aussi des phénomènes de violence et de raquettes et de vols et de... Tout ça en même temps. Alors, on vient de le voir, des dégâts matériels très importants, près de 80 policiers et gendarmes blessés. Tentons ce soir d'en savoir plus sur les auteurs de ces violences. Sont-ils issus de la même mouvance ? Sont-ils connus des services de police ? Je le dis, s'il y a des actes commis par la police qui sont répréhensibles, il y a une enquête, il y a une décision, il y a sanction. Il y a sanction, 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 sanction. Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront jamais le printemps d'arriver. Comme la rivière coule la mémoire des pères, de nos pères, des vieilles histoires qu'on chantait naguère au coin du feu le soir. Au fond des clairières brûle la mémoire des mères, de nos mères, des belles sorcières qui chantaient le soir sous la clarté lunaire. Ils peuvent empêcher les fleurs de pousser, ils n'empêcheront jamais le printemps d'arriver. La deuxième phase du mouvement contre la loi travail commence à mi-avril. À ce moment-là, le mouvement étudiant commence à montrer certains signes d'essoufflement et c'est le mouvement ouvrier qui entre en scène. On reviendra plus tard sur les raisons de cette désynchronisation. Le 17 avril, les cheminots rentrent en grève et à la mi-mai, c'est le tour des raffineurs et des dockers. En France, difficile de trouver de l'essence. Plus de 4000 stations-service sont en rupture totale ou partielle de carburant. 7 des 8 raffineries françaises sont en grève et 6 d'entre elles sont à l'arrêt total. 10 dépôts pétroliers sur 50 sont bloqués. Le 22 mai, 1500 stations-service sont à sec. Total perd 40 à 45 millions d'euros par semaine. Au Havre, le blocage de la ville est reconduit de jour en jour. On est à 7 jours d'arrêt de travail de 24 heures pour les travailleurs portuaires du Havre, donc c'est quelque chose d'assez conséquent. En opposition totale à cette loi travail. Ça fait depuis 3 jours qu'on est sur le mouvement, depuis mardi. À savoir qu'à la CIM, on a déposé un préavis de grève, ce qu'on appelle nous un préavis de grève permanent. C'est-à-dire qu'on a déposé un préavis de grève de mardi jusqu'au 20 juin, en fait, parce que sachant que la loi El Khomri, on ne sait pas où est-ce que ça va aller encore. Il y aura sûrement encore pas mal de blocages à faire. En parallèle, le 10 mai, agissant comme un catalyseur de grève, le gouvernement utilise l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter, sans vote, la loi lors de sa première lecture à l'Assemblée. De leur côté, les intermittents occupent des théâtres pendant tout le mois d'avril. L'Odéon, la Comédie Française. Ils multiplient les actions dans différentes villes, jusqu'à occuper le MEDEF. C'est tout simple, hein. Grève générale, c'est un blocage du pays pour montrer que le peuple a une force aussi économique, tout simplement. On est quand même quelques milliers ou dizaines de milliers, ou probablement des centaines de milliers en ce moment, à manifester, à se mettre en grève, à se retrouver dans les rues, sur les places. Chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires et étudiants, avec ou sans papier, solidarité. Ce sont ensuite les travailleurs du métro, d'Air France, des centrales nucléaires, d'EDF ou encore les éboueurs qui entrent dans la lutte. À Paris, les salariés de traitement des déchets ont totalement bloqué le centre d'Ivry, notamment avec la solidarité de militants extérieurs. Alors ici on est à la scierie d'Ivry, Ivry-Brunceau. Donc c'est la plus grosse scierie de France et d'Europe. Ça fait depuis le mois de mars qu'on fait des manifestations. On voit que le gouvernement il veut rien lâcher. Donc, au bout d'un moment on est obligé de passer à la vitesse supérieure. On est obligé de bloquer. Si le gouvernement il avait écouté avant, on n'aurait pas fait de blocage, c'est sûr. Parce que ça fait pas plaisir non plus aux salariés, ça fait pas plaisir à tout le monde de bloquer. Mais quand à un moment on n'est pas écouté, on est obligé de passer par le blocage. Voilà. Les agents d'EDF mènent une action Robin des Bois et font passer en heure creuse plus d'1 million de foyers.
ou encore coupe le courant chez Gattaz. On entend les médias en ce moment qui nous dénigrent énormément, donc effectivement on a besoin de porter des actions qui permettent en tout cas aux usagers de bénéficier d'un peu des richesses créées, puisque effectivement ce ne sera pas des richesses qui seront distribuées aux actionnaires, mais qui seront redistribuées aux usagers, puisque la décision a été de bloquer justement la Courneuve, la ville de la Courneuve et les villes limitrophes, de bloquer le tarif sur les heures creuses. Voilà. Des cheminots vont, eux, apporter leur aide aux personnes sinistrées lors des inondations. Des caisses de grève vont tourner en soutien aux grévistes. 350 000 € sont récoltés par la section Infocom CGT. Une campagne de photos est organisée pour montrer le soutien des usagers aux cheminots. En face, le gouvernement continue sa campagne de dénigrement du mouvement et poursuit la répression. Ce qui est inacceptable, c'est qu'il y ait des blocages. C'est qu'une minorité veuille prendre en otage notre démocratie, les débats au sein du Parlement. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. La radicalisation de la CGT, en tout cas d'une partie d'entre elles, sa volonté d'empêcher un texte de loi d'être adopté par le Parlement avant l'été, texte de loi utile pour les entreprises et pour les salariés, pose incontestablement un problème. Notre pays n'a pas besoin que des minorités bloquent le pays. À Lille, le local de la CNT est saccagé par les forces de l'ordre. De nombreux manifestants reçoivent des interdictions de manifester. Des manifestations sont tout simplement interdites avant finalement d'être autorisées, mais dans des conditions extrêmement restrictives et pour ainsi dire humiliantes, dont celle du 23 juin fut sans doute la première manifestation circulaire de l'histoire, allant d'un point A à un point A. L'accès des manifestations étant à chaque fois précédé de fouilles systématiques, tandis que les CRS débloquent un à un les dépôts pétroliers, immobilisés par les salariés et leur soutien. En termes de propagande, on nous ressort le couplet des preneurs d'otages. Mais la palme revient à Gattaz, qui une fois de plus partage ses talents d'analyste et compare la CGT à des terroristes. Des méthodes même très choquées, des méthodes utilisées par la CGT aujourd'hui, si vous voulez, de blocage, d'intimidation, tout ça, c'est pas du dialogue social. Donc là, ils sont partis dans une radicalité qui, au niveau de la morale, est totalement incroyable. Donc non, je crois qu'on peut pas négocier avec des gens qui se comportent comme ça. Si les trois quarts des Français ont les sourcils froncés, va pas dégonfler, non, tu peux les enfler. Essaie d'exploiter les travers qu'il y a dans le droit, envoie le 49.3. Si les représentés ne sont pas des gens très sensés, ne veulent pas comprendre ce que leurs représentants leur ont présenté, n'ont pas l'air présentés de chemin, ne veulent pas prendre le droit, envoie le 49.3. Comme dans tout processus historique, les événements qui ont lieu découlent de facteurs multiples. Commençons par le patronat français. Il a accumulé un retard au niveau européen en termes de réformes structurelles du marché du travail. Il doit donc déréguler, précariser, abaisser les salaires, comme c'est le cas en Allemagne par exemple. Les Italiens réforment comme des fous. Les Anglais ont juste fait péter l'éducation nationale britannique parce qu'elle ne fonctionnait pas. Personne n'a rien dit et aujourd'hui ça marche mieux. Vous imaginez en France si on avait été jusque-là. Et pour cette petite loi El Khomri qui ne va pas changer grand-chose à notre quotidien, on a vu cette mobilisation assez outrancière de Sud, de la CGT. Je me dis le jour où on va vraiment vouloir réformer ce pays, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura des barricades dans les rues, ça va être totalement fou. C'est ça qui m'inquiète davantage. Pour répondre à ces objectifs le plus rapidement possible, la méthode du dialogue social est abandonnée par le gouvernement au profit d'une politique qui prend le risque d'une rupture avec sa base sociale et de la désintégration de son propre parti. Du côté des salariés, si plusieurs grands secteurs se sont mobilisés, certains ont manqué à l'appel, comme l'automobile ou l'aérospatiale. Le mouvement a donc été mené par ce qu'on peut appeler une avant-garde large, mais pas à une échelle de masse, comme cela était le cas en 68 par exemple, où 10 millions de travailleurs étaient alors en grève à partir du 10 mai 68.
Pour éviter une contamination à l'ensemble des salariés, le gouvernement a tout fait pour refroidir les secteurs susceptibles de renforcer le mouvement. C'est le cas des fonctionnaires, dont le point d'indice a miraculeusement pu être augmenté de 1,2% début mars, quand le gouvernement répétait depuis 4 ans que c'était impossible, et qu'une grève importante de la fonction publique avait été appelée pour le 17 mars par les directions syndicales. Le ministre des Transports, lui, s'est tourné vers les routiers qui s'étaient engagés dans le mouvement pour leur garantir le maintien du taux de paiement des heures supplémentaires. Et nous avons déjà parlé du cas des intermittents, dont la mobilisation, à l'approche des festivals d'été, était susceptible d'être un levier important pour la mobilisation. En ce qui concerne les directions syndicales, celles-ci n'ont pas appelé à rejoindre la mobilisation des étudiants, conduisant à disjoindre les deux mouvements alors même que leur fusion aurait pu être le moyen de faire plier rapidement le gouvernement. Et c'est encore une fois la politique des journées saute-mouton qui a été la règle. Je suis là, comme mes camarades, c'est depuis le premier jour par épisode, c'est en soutien au piquet de grève dont le but est de bloquer le pays, enfin ici bloquer les ordures ménagères pour qu'elles ne soient pas cramées, comme on fait des camarades dans les raffineries ou autres. Ce que je regrette, c'est qu'on ait fait 11 journées saute-mouton qui ont bien marché. J'aurais préféré 11 journées de suite ou peut-être que là on aurait gagné. Et le but maintenant, c'est, quelle que soit la manière, ça sera de bloquer le pays pour obtenir le retrait de cette loi scélérate. Parce qu'on est peut-être fonctionnaire, mais on est concerné, malgré ce que disent les bourgeois et les médias. À ce titre, la SNCF est un cas d'école de la politique des directions syndicales. Ainsi, alors que le départ en grève reconductible des cheminots aurait pu accélérer la construction du mouvement, la direction de la SNCF-CGT défend la dissociation de la lutte contre le décret socle et la loi travail. Nous, on veut s'adresser aux usagers de la gare, mais surtout aux cheminots. On pense qu'ils subissent exactement les mêmes problèmes que nous. Là, le décret socle, ça va simplement augmenter la précarité chez les cheminots. C'est la même chose avec la loi travail. Même Macron, même combat. C'est ça notre discours. Et on veut que les travailleurs, les cheminots, ils nous rejoignent dans la lutte et qu'on construise ensemble la grève générale. Aujourd'hui, 80% des embauches se font en CDD. Le chômage voisine les 10%. Les temps partiels, la précarité et la flexibilité sont déjà la règle pour une grande partie des nouveaux entrants sur le marché du travail. Et comme ont montré les témoignages de On vaut mieux que ça, le quotidien de la grande majorité des nouveaux salariés est déjà taillé dans celui de la loi travail. Ainsi, certaines revendications, comme la semaine de 32 heures par exemple, sont apparues éloignées des préoccupations d'une grande partie de la population. Lutter contre le travail précaire et flexible aurait dû être un des objectifs principaux dépassant le retrait de la loi travail. Si la loi travail a finalement été adoptée, et que l'objectif premier du mouvement était bien son retrait pur et simple, les 4 mois de lutte de ce printemps 2016 ne constituent pas pour autant une défaite pleine et entière. En effet, loin de la démoralisation qui avait suivi la fin du mouvement contre la réforme des retraites en 2010, le mouvement de 2016 s'achève dans une ambiance bien différente. Ainsi, après 4 ans de dialogue social, c'est une nouvelle génération de militants en rupture avec le PS qui a surgi et pris confiance dans ses forces. L'utilisation du 49.3 et le niveau de répression policière ont constitué une expérience décisive pour appréhender la nature de l'État comme institution fondamentalement policière. Finalement, dire que le mouvement est terminé reviendrait à ignorer la combativité laissée en suspens pendant l'été, une combativité qui s'exprimera de nouveau le 15 septembre, date d'une nouvelle manifestation appelée par les directions syndicales, sous la pression d'une base qui n'a pas rendu les armes. C'était donc une nouvelle journée d'action contre la loi travail avec une fois de plus des incidents. La mobilisation fait état de 78 000 personnes dans toute la France. Ça, ce sont les chiffres de la police. 170 000 pour les chiffres de la CGT. À Paris donc et à Nantes, des incidents, des tensions, de la violence. On va y revenir. Et puis aussi l'objectif de cette nouvelle journée d'action, alors que la loi travail a été votée et qu'elle doit s'appliquer prochainement. Après un été plombé par l'attentat de Nice et les polémiques réactionnaires autour du Burkini, après un été plombé par la disparition d'Adama Traoré, tué par la police, la manifestation du 15 septembre, qui réunit plus de personnes que la manifestation du 5 juillet, démontre que la colère du printemps n'est pas retombée. Le gouvernement ressort son arsenal répressif, fouilles, nasses et grenades de désencerclement. Un camarade perdra même l'usage d'un œil pendant la manifestation parisienne. Pour la presse bourgeoise, il s'agit d'enterrer au plus vite ce mouvement en déclarant sa mort clinique, tout en nous faisant profiter, une nouvelle fois, de l'objectivité journalistique qui la caractérise. Paris donc et à Nantes, des incidents, de la violence. On va y revenir. Et puis aussi l'objectif de cette nouvelle journée d'action, alors que la loi travail a été votée et qu'elle doit s'appliquer prochainement. Pour les directions syndicales, la lutte doit se faire sur d'autres niveaux.
Ce que nous disent les syndicats, c'est qu'au fond, la contestation de cette loi, elle ne va pas se passer forcément dans la rue demain, mais elle va se passer peut-être entreprise par entreprise, où on va pouvoir contester, empêcher que des accords puissent avoir lieu, que des compromis puissent être passés. Donc au fond, le combat politique, si j'ose dire, il va se déplacer. Il était très politique dans la rue, il va peut-être redevenir d'une certaine façon purement syndical, mais au niveau de l'entreprise, pas dans la rue. Une position plus ou moins subtile pour tenter de fermer le chapitre du mouvement social d'ensemble contre la loi travail. Alors que tout au long du mouvement de ce printemps 2016, se sont constitués des noyaux durs de manifestants, de syndicalistes, d'étudiants, de militants qui ont fait preuve d'une combativité désormais forte de plusieurs mois de lutte, ce dont il s'agit maintenant, c'est de rassembler toutes les forces qui s'opposent encore, non seulement à la loi travail, mais aussi à son monde. Son monde répressif qui fait passer les manifestants par dizaines devant ses tribunaux. Son monde violent de racisme d'État et de déferlante islamophobe qui nous oppresse et cherche à nous diviser. Son monde d'exploitation qui poursuit les licenciements à l'appel et précarise à tour de bras. Son monde d'hypocrisie démocratique qui veut nous vendre une élection présidentielle et nous mener à la baguette ou à la matraque. Leur monde. Au printemps 2016, une nouvelle génération s'est levée. Ce qu'il faut maintenant, c'est passer du réveil de la révolte à l'alternative. Et contrairement à ce que disait Thatcher, il y en a une d'alternative. Et c'est bien parce que les bourgeois savent qu'elle gronde qu'ils sont partis en guerre contre nous. Sur les ruines du capital, nous construirons un monde un peu moins inégal. Tu sais, c'est pour tous ces hommes, toutes ces femmes qui n'ont qu'une identité, je dis internationale. Il faut chanter toutes ces choses illégales, sont là pour emprisonner nos rêves, notre idéal d'un monde en paix. Je suis un animal, sans patrie ni Dieu, mais un jour ça va faire mal. Ça va faire mal, ouais, ouais, ça va faire mal. Ça va faire mal, ouais, 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 ça va faire mal. Ça va faire mal, ça va faire mal. Ça va faire mal.